À Vitrolles, impossible de le rater, le fameux rocher qui se dresse au beau milieu de la plaine, façonné par des millions d'années d'érosion. Très vite, ce relief devient un point stratégique et un lieu de vie avec sa chapelle et sa tour sarrasine. Je vous propose de partir à la conquête de ce rocher. Venez, suivez mes pas. Ça se mérite, ce rocher, bon sang! Mais dès qu'on arrive à Vitrolles, Michel, c'est incroyable parce qu'on voit tout de suite ce rocher surgir au milieu de nulle part. Mais quelle est son histoire? Comment ça se fait qu'on se retrouve là sur un rocher perdu au milieu de la plaine? Ce rocher, c'est le reste du plateau qui est juste à côté de nous et qui est donc une butte témoin qui a été érodée au fur et à mesure du temps pendant plusieurs millions d'années. Et donc l'érosion a permis d'avoir ce bloc géologique en plein milieu de rien, puisque l'eau a coulé autour et a enlevé toute la terre. Mais là, ce rocher, il culmine à combien de mètres de haut à peu près? Alors ce rocher, il a à peu près 30 mètres de haut. Ouais. Et quand on est au sommet, on est à environ 100 mètres du niveau de la mer. D'accord, donc ça lui donne quand même une position stratégique pour dominer tous les alentours. Non seulement stratégique, mais c'est un poste d'observation remarquable, puisqu'on couvre l'étang de Berre, on va couvrir la plaine environnante avec les chemins notamment qui passaient le long de l'étang et qui desservaient donc la région déjà du temps des Gaulois et des Romains. Bon, j'espère que vous êtes en bonne forme et en bonne santé, Michel, parce que je crois qu'on a 96 marches à monter là. On a 96 marches à monter, taillées dans le roc d'origine. Eh ben on y va avec nos jambes d'origine. On y est presque. C'est dangereux. On y est. Et c'est curieux là, cette espèce de tournant, il est volontaire. Alors ce tournant, c'est l'entrée sur le sommet du rocher. En arrivant par l'escalier, on va passer ce qu'on appelle une chicane, ce qui permet de ralentir l'entrée des soldats qui pourraient envahir le site, avec la possibilité de tir de face, là, ou latéral. Ah oui, donc on est pris de toutes parts. Ah oui, donc là, quand on arrive, on est sûr de se faire flinguer. Mais je redescends tout de suite. C'est pas très accueillant, votre rocher. C'est un site défensif. Et oui, plus que jamais. Départ, donc, la porte a été agrandie un peu parce qu'elle était beaucoup plus petite en 1845 pour faciliter l'accès au site. Mais c'est toujours ce même système de chicane qui permet de ralentir l'entrée de l'invasion. Voilà. Oui, bien sûr, c'était juste pour faire une petite pause parce que vous êtes fatigué et que vous ne vouliez plus grimper. Pas encore. De toute manière, là, il reste à peine une dizaine de marches. On y va. Allez, Michel. En quoi cette position en hauteur a joué un rôle particulièrement important dans l'histoire humaine? Alors, dans l'histoire locale, c'est important parce que c'est le point de refuge de la population en cas d'invasion. Donc la population montait, les hommes, les femmes, les enfants et éventuellement les animaux. Et se regrouper là quand il y avait une grosse alerte. On a un texte dans les archives municipales qui nous dit à un moment donné de monter sur le rocher pour se mettre à l'abri en montant le bétail. Donc c'est ce qu'on va appeler ici, dans le jargon technique, la basse-cour. Et la basse-cour, c'était parce qu'il y avait les animaux qui venaient là, dans la cour du château, en fait. L'espace défensif qui est là, on ne le voit plus parce que ça a disparu, mais il y avait une hauteur beaucoup plus importante de protection, il y avait des créneaux, il y avait un chemin de ronde, et il y avait des guérites de surveillance. D'accord, mais c'était un vrai château en fait. C'était un vrai château fort, mais uniquement à usage défensif. Il n'y avait pas d'habitation seigneuriale. L'habitation seigneuriale se trouve à l'intérieur du village, on la verra plus tard. De toute manière, sur ce rocher, aujourd'hui, ne subsiste que la chapelle à ma gauche et la tour sarrasine à ma droite. Avec l'ensemble des remparts qui montrent, je dirais, la structure du lieu de défense. Voilà. Quand je regarde en face de moi, à ma droite, à ma gauche, derrière moi, mais quelle vue spectaculaire! Qu'est-ce qu'on voit là tout autour de nous? On a la Sainte-Victoire. Un peu plus à droite, on a toute la chaîne de l'Étoile et Marseille derrière.
Ouais. On a tous les temps de berre jusqu'à Martigues avec le pont de Martigues, mais on voit mal aujourd'hui parce qu'il y a de la brume. Si on regarde la voie principale qui passe en bas, c'est l'ancien chemin romain qui partait de Marseille en longeant l'est de l'étang et qui allait jusqu'à Arles en passant par le plomb flavien. Donc on Voilà. a vraiment les On est vraiment dans, romans, ici. dans un lieu qui est habité depuis le 5e siècle, à partir du moment où il y a eu la chute de l'Empire romain et l'arrivée des invasions barbares. C'est un lieu qui a servi de regroupement, de protection, de surveillance, et donc depuis plus de 1000 ans, 1500 ans même maintenant, on a ce lieu qui a servi à la population locale. Alors, cette chapelle, on va la visiter, c'est Notre-Dame de Vie. Et regardez, les portes sont grandes ouvertes, il n'y a plus qu'à y rentrer. Mon père, merci de m'accueillir. Je vous en prie, soyez la bienvenue. Merci, quelle est l'histoire de cette chapelle? Alors l'histoire de cette chapelle remonte au XIe siècle à peu près. Les habitants de Vitrolles ont subi un siège par des incursions sarrasines. Ils ont crié vers le ciel, ils ont imploré l'intercession de la Vierge Marie et il y a eu quelque chose, on ne sait pas quoi, qui a entraîné la levée du siège. De ce fait-là, les habitants ont eu une reconnaissance auprès de la Vierge, Notre-Dame de Vie. Mais quel morceau de bravoure que de construire une chapelle sur un piton rocheux. Comment ont-ils fait à l'époque pour bâtir cela? À l'époque, c'était à dos d'homme, forcément, de monter chaque pierre, sans doute avec un palon pour les pierres quand même. C'est une construction assez classique, hein, vous voyez, avec un cul-de-four, une absidiole intégrée, et un prolongement au XVIIe, XVIIIe, un agrandissement. Et on voit bien que c'est une chapelle de pèlerinage puisque vous avez une partie visible depuis l'extérieur. Oui. C'est-à-dire que quand les gens montent, même si la chapelle est fermée, ils peuvent faire leur dévotion, ils ont une vision sur la statue. Là, elle apparaît dans son simple dénuement, allais-je dire. Lors des fêtes, elle est habillée par des robes que les habitants ont confectionnées à partir du XVIIe, début XVIIIe. Nous la revêtons de ses habits et de ses bijoux qui ont été donnés en ex-voto. C'est une vierge aussi qui est couronnée. On fait l'octave de Notre-Dame de Vie à l'occasion de la fête du 15 août. On ne sait pas vraiment pourquoi elle s'appelle Notre-Dame de Vie. Alors on peut penser par rapport à ce que je vous racontais que les habitants ont dû leur survie à son intercession. On peut penser que ça s'est perpétué aussi au 19e, puisqu'il y a eu les épidémies de choléra et la ville de Vitrolles n'en a pas été touchée. Quand on regarde cette statue, elle est absolument magnifique, mais moi elle me surprend avec les couleurs qui ont été utilisées. Rouge, vert, habituellement une vierge, on pense à cette couleur virginale qui est le bleu. Comment ça se fait que là, on ait ces couleurs-là? C'est typiquement provençal. Le rouge est souvent symbole de la vie terrestre et donc de ce fait-là, la Vierge montre bien le côté de l'incarnation. Oui. Après, on peut penser que le vert, c'est par rapport à l'espérance. Normalement, l'enfant Jésus n'a pas une balle, hein, c'est un globe, il manque la croix dessus qui a été cassée au cours des années. C'est la terre pour montrer que le Christ, même l'enfant Jésus, est Seigneur de l'univers et de la terre. Et elle est en bois polychrome, ce qui est... Ah, c'est du bois? J'aurais dit de la pierre devant. Non, c'est du bois. Au-dessus de nos têtes, on a ce plafond qui, lui, a souffert du temps, sans doute des intempéries, de la chaleur, de l'humidité, je ne sais pas, qui est craquelé partout, mais on devine la Vierge de ci, de là. Qu'est-ce qu'on est censé voir normalement? Alors, au-dessus de notre tête, la plus grande peinture, c'est le couronnement de la Vierge au ciel. On voit très bien la couronne. Et de l'autre côté, on voit quelque chose qui peut figurer le Christ assez simplement. Et après, il faut deviner l'Esprit Saint. On voit la colombe qu'on voit un peu au-dessus de la couronne. Oui, Vous voyez. en effet. Et de part et d'autre Donc aussi. de part et d'autre, ce sont des scènes de la vie de la Vierge. Là, ça doit être la mise au tombeau. Il doit y avoir la visite des mages de l'autre côté. Le bleu, bien sûr, qui est censé remplacer. L'heure mariale. Voilà, et le ciel, et donc on s'élève vers le céleste, j'imagine, de cette manière-là. Et les murs, là vous me disiez qu'effectivement c'était une chapelle robuste, solide. Qu'est-ce qu'on a exactement? C'est de la chaux? Non, alors là, de la c'est un enduit qui est récent, hein, qui est des années 80 sans doute. Ouais. Vous voyez d'ailleurs que dans le chœur lui-même, on a dégagé cet enduit pour permettre de voir la pierre apparente. Dans les travaux de rénovation, il est prévu qu'on décrouterait ce crépi qui est protecteur mais qui n'est pas très esthétique. Juste derrière nous, nous avons ce qu'on appelle des ex-voto. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est un ex-voto? Un ex-voto, c'est un objet qui a été fait suite à un vœu, une prière d'intercession, de protection. Et en échange de cette protection obtenue, on va mettre une plaque, on va mettre un objet qui va
symboliser en fait la protection, la grâce obtenue par l'intercession de la Vierge Marie. Est-ce que vous avez des exemples de miracles assez récents qui se sont réalisés? Il y a eu un accident de voiture et la personne, alors que sa voiture partait en tonneau, a fait une prière, s'est confiée à Notre-Dame de Vie et miraculeusement s'en est sortie alors que la voiture était en bouillie. Et de ce fait-là a offert une petite voiture, j'allais dire, mais qui du coup n'est pas conservée dans la chapelle. D'accord. Pensez bien. Parmi les plaques les plus emblématiques ici, je crois que celle-ci a tout son intérêt. Pourquoi? Les habitants ont fait une plaque suite à la protection de la Vierge au cours de la Seconde Guerre mondiale, où il n'y a pas eu de rafles ou de dommages dans notre cité de Vitrolles à cette période-là. Hélas, dans cette chapelle, je vois qu'il n'y a plus de vitraux à l'avant et puis à l'arrière non plus. Est-ce qu'il est question de faire fabriquer de nouveaux vitraux? Il est prévu, en effet, de mettre des vitraux contemporains, mais reprenant des thèmes classiques. Nous travaillons avec des maîtres verriers de Marseille pour cela. Et donc, derrière la Vierge, on reprendrait le symbole de la tour, puisque c'est les armes de Vitrolles. Et ici, sans doute, une étoile avec des teintes bleutées qui permettraient de laisser passer la lumière. Alors, cette chapelle, il faut imaginer qu'elle n'avait pas tout à fait cette taille initialement, n'est-ce pas? Vous voyez sur le mur la limite de la chapelle qui est ici, avec l'ancienne porte, là, qui est visible depuis l'intérieur, que vous avez pu remarquer. Et on voit cet agrandissement du coup 17e, 18e, une prolongation. La ville elle-même s'est agrandie à cette époque-là. Il y a une statue qui représente la Vierge dorée. Elle fait un peu écho finalement à la Bonne Mère, non? Dorée également en sommet. Écoutez, si Marseille nous copie, nous n'y pouvons rien. Le clocher a été mis au 19e siècle et la statue a été dorée sous la législature de M. Aubineau. Elle témoigne de la protection de la Vierge pour notre cité et elle est particulièrement visible d'un peu de partout dans cette partie de la ville. Et j'ai beaucoup de témoignages d'habitants qui disent qu'en ouvrant leurs fenêtres, en se promenant, ils aperçoivent la chapelle, la statue et confient une intention de prière simple. Mais c'est comme un phare dans la nuit en fait, elle domine et comme elle est dorée, évidemment avec la réverbération du soleil dessus, c'est éblouissant presque. Oui, c'est même un point de repère, vous l'avez dit, même pour les aviateurs. Et avec la construction puis l'extension de l'aéroport de Marseille-Marignane, elle a même eu un petit surnom de Notre-Dame des aviateurs. Ah vraiment? Peut-être qu'elle a sauvé de nombreux aviateurs aussi, qui sait? Qui sait? Nous avons ici une tour sarrasine. Qu'est-ce que c'est déjà qu'une tour sarrasine? C'est un rapport avec les Sarrasins, j'imagine? La tour qu'on appelle sarrasine est improprement appelée sarrasine parce que c'est une dénomination qui apparaît uniquement à partir du XXe siècle. Donc rien à voir avec les Sarrasins. La tour a été construite vers l'an 1000-1100. Les Sarrasins avaient quitté la Provence depuis 987. Donc ça fait bien loin. Mais ça peut être un souvenir, le brigandage, du pillage qui avait pu avoir lieu à cette époque-là. Là, la tour sarrasine, c'est un élément de défense du rocher. Il y avait là une activité de surveillance militaire avec des gardes, mais surtout un chemin de ronde, des guérites qui permettait de pouvoir défendre en cas d'attaque. D'après les archives, on n'a pas de traces d'invasion du rocher parce que la défense était évidente. On ne pouvait pas accéder au rocher, il fallait passer par les escaliers et à l'arrivée, on a vu la chicane tout à l'heure, donc c'est infaisable. Mais que je comprenne bien, du coup, une tour sarrasine, c'est ni plus ni moins qu'une tour de guerre. On a la trace dans les archives, à la date de 1302, un ordre qui est arrivé du gouvernement de Provence de mettre en place le système des pharaons. C'est un système d'alerte qui fonctionnait depuis l'Antiquité. C'est le système du feu clair la nuit et du signal de fumée le jour pour annoncer l'arrivée de bandes de pillards, notamment par la mer. Mais est-ce que la tour a occupé d'autres fonctions autres que militaires et défensives? Bien sûr, la tour aurait servi d'hébergement pour des gens atteints de la lèpre, pour une prison. C'est une pièce qui doit faire à peu près 12 mètres carrés. Donc dans 12 mètres carrés, sans fenêtre, vous voyez comment on peut vivre là-dedans. Ça paraît assez délicat. Et puis en plus,
il faut monter à manger et à boire. Ouais. Vous avez essayé les 96 marches, donc vous allez les faire tous les jours, monter et descendre avec les paniers pour alimenter les malades ou les prisonniers. Je pense que c'était plus facile de les mettre dans la campagne, Oui. dans une bergerie à l'écart, que de les mettre à l'intérieur de la tour. J'ai croisé sur mon chemin pour arriver ici au Rocher des touristes, des visiteurs, et puis les gens ont découvert un petit peu par hasard l'existence de ce rocher. Et puis j'ai l'impression qu'on n'en parle pas tant que ça, c'est méconnu. Alors, c'est pas bien connu. Quand on parle de Vitrolles, on pense à la zone industrielle, à la zone commerciale. Alors il y a ça, mais c'est fou. Mais il y a un rocher avec une vue absolument phénoménale, Ouais. 2 bâtiments qui, quand ils seront restaurés, seront remarquables aussi. Mais là, à quoi sert-elle aujourd'hui? Je vois qu'il y a des éthers, il est question de la reconsolider, ça risque de s'effondrer? Elle est en mauvais état. Elle était encore plus en mauvais état au début du XXe siècle. Elle a été classée monument historique en 1929 et en 1954, le conseil municipal s'est posé la question de savoir s'il fallait la détruire ou pas. Ah, carrément. La tour fait partie des armoiries de la ville. Donc enlever les armoiries de la ville, c'était un peu difficile. oui. Donc il y a eu une consolidation qui a été faite dans les années 60, mais ça n'a pas été fait de façon rigoureuse. Au fur et à mesure, le bâtiment se dégrade, il y a les infiltrations d'eau, des dégâts qui sont occasionnés à la structure. Donc nécessité de la réparer, ça fait partie des travaux de restauration qui sont financés notamment en partie par la mission Loto du patrimoine. On a découvert qu'il y avait un certain nombre de rochers qui menaçaient de tomber, là, et notamment ceux qui sont juste devant nous. Il n'était pas question d'aller faire des réparations sur un endroit qui n'était pas sécurisé. Donc on est en train... C'est maintenant que vous me le dites, une fois qu'on a quitté cette partie-là. Non mais franchement... Vous n'auriez pu tomber. Et donc, on va d'abord consolider le rocher et juste après, on va relancer les travaux de restauration de la chapelle et de la tour. Ce qui est formidable également, c'est qu'au pied de ce rocher, on a tout le village et lui aussi qui vaut le détour, n'est-ce pas? Oui, parce que le village est d'origine médiévale. Oui. C'est à partir de là que le rocher a existé, parce que les gens sont venus se mettre à l'abri au pied du rocher et pouvoir monter en cas de danger. Bon, on y va, c'est par là. Pour descendre, ce sera plus simple, je crois. Et me voici devant l'église Saint-Gérard. Vous allez le voir à l'intérieur, on trouve des éléments décoratifs qui ne sont pas sans rappeler notre fameux rocher. Venez, suivez-moi. Mais mon père, vous êtes absolument partout, hein, là-haut comme en bas. Fait au mieux, Ariane. Alors, ce qui est extraordinaire dans cette église-ci, c'est ce vitrail. Nous reconnaissons bien sûr la Vierge et juste en dessous, ne serait-ce le rocher de Vitrolles, le Tout à fameux. fait, Ariane. On reconnaît très bien en premier plan la tour et en arrière-plan la chapelle, avec une petite pointe sur cette chapelle qui symbolise le clocher qui a été édifié à cette époque, donc au 19e, à la fin 19e. Et ce vitrail, on l'a fait pour quelle raison? Alors c'est un ex-voto, Ah, encore, puisque la ville de Vitrolles, mais M. Piquet vous a expliqué cela, a été épargnée par le choléra. Et les habitants de Vitrolles, en reconnaissance, ont offert ce vitrail, mais aussi tous ceux qui constituent le tour de cette église. Et là, on reconnaît la statue qui trône au beau milieu de la chapelle, la statue de la Vierge. Mais là, elle est avec tous ses atours. Hein. Oui, elle est habillée, donc vous avez une robe qui a été fabriquée et offerte par des paroissiens de Vitrolles. Oui. Vous avez les couronnes dont je parlais tout à l'heure. Vous avez aussi le scapulaire, hein, donc qui est signe de dévotion mariale. Alors, le scapulaire, c'est ces 2 parties ici que l'on met en signe de consécration à la Vierge. Ce qui me surprend beaucoup ici, c'est aussi toutes ces croix, c'est les croix de l'ordre de Malte. En effet, puisque cette église est sous le patronage du Bienheureux, c'est une des rares églises au monde, à mon avis, sous un patronage d'un bienheureux et non pas d'un saint, Gérard, qui est le fondateur de l'ordre de Malte au XIe siècle. Et cet ordre existe toujours, c'est l'ordre hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, dit ordre de Malte. Ce que je ne comprends pas très bien, c'est que vous dites qu'il est bienheureux, ce Gérard, et pas du tout saint. Pourquoi l'église alors s'appelle Saint-Gérard? C'est par, j'allais dire, commodité de langage, puisque normalement une église est sous le patronage d'un saint.
C'est déjà sain. C'est une exception en France d'avoir comme ça. Alors je pense que c'est une exception en France, oui, peut-être dans le monde. Ah, alors là, on arrive à l'entrée du village. C'est la porte d'entrée, qui s'appelle le porte-allée, qui est donc une des deux portes d'entrée dans le village médiéval. Sur les maisons, on trouve un certain nombre de blasons ou de sculptures. Tout en haut, une sculpture qui, paraît-il, serait une représentation de la reine Jeanne. C'est médiéval. Cette maison que l'on trouve devant nous, là, c'est le logis seigneurial, là où vivait le représentant du seigneur, qu'on appelle un châtelain, et qui s'occupait de collecter notamment les taxes pour le profit du seigneur local. On a un inventaire des biens qui sont dans ce logis seigneurial. Cet inventaire date de 1378 et montre vraiment la pauvreté du logis. Quelques tables, chaises, quelques malles, des registres de gestion locale. C'est vraiment la pauvreté. Le châtelain était aussi pauvre que les habitants. Où est-ce qu'on est là? On est dans un petit coin qui est probablement une échoppe du Moyen-Âge. C'est un petit magasin qui donne sur la rue. Ouais. Puisque c'est la rue principale du village, certainement avec une fermeture d'un volet en bois. La partie supérieure s'avançait pour faire toit, D'accord. et la partie inférieure se mettait à plat pour faire comptoir. Ah, mais voilà, c'est ça, d'accord. Et donc on pouvait acheter et commercer ici. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est devenu, du coup? C'est une propriété privée, donc ça sert à rien. Voilà. Si, pour nous reposer, c'est pas mal. On est à l'ombre en plus. Et là, on voit un linteau qui date du Moyen-Âge. On ne sait pas ce que ça représente réellement, mais ça a l'avantage de matérialiser l'ancienneté d'une maison. C'est certainement peut-être une pierre qui a été réemployée pour être mise là. Si ça se trouve, elle vient de là-haut, du rocher? Bon, peut-être. Qui sait? Jamais. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la montée du four banal? C'est quoi un four banal? Un four banal, c'est un four qui appartient au seigneur du lieu, où les gens sont obligés de venir faire cuire leur pain. C'est une obligation, on n'a pas le droit de cuire son pain soi-même. Ah, d'accord. Donc on paye une taxe pour faire cuire le pain. Et donc c'est une source de revenus pour le seigneur. La banalité, c'est un droit seigneurial. Ah. Alors il y avait le four banal, il y avait le moulin banal. Donc si on voulait faire moudre du grain, il fallait payer. Si on voulait faire cuire son pain, il fallait payer. Donc il y avait tout un ensemble d'activités qui étaient gérées par le seigneur et qui lui permettaient de recevoir un certain nombre de taxes. Mais c'est l'étymologie du mot commun qu'on utilise aujourd'hui, les banalités? C'est des banalités, oui, ça se fait tous les jours. Tous les jours, il fallait venir faire cuire son pain et tous les jours, il fallait payer la taxe. Le moulin, le pressoir à huile, le pressoir à vin, tout ça faisait l'objet de taxes locales. Le four banal devait se trouver ici. Ouais. Et ce four banal a une histoire un peu particulière. C'est le point de départ d'une épidémie de peste sur le village. Ah. En 1720, la peste arrive à Marseille Ouais. et le fournier va faire des achats à Marseille de tissus. Les tissus sont contaminés mais il ne le sait pas. Il les ramène ici. Sa femme les ouvre, les montre aux voisins et aux voisines. Tout le monde touche les cotonnades. Ouais. Et bien évidemment, Certes. tout le monde est contaminé. L'épidémie se répand en premier dans la rue ici. La femme meurt au bout de 3 jours, le mari au bout de 8 jours. Et il y a 220 morts sur la commune, soit un quart de la population. Donc c'est vraiment un événement qui a marqué. Les autres se sont sauvés dans la campagne, Ouais. ont vécu dans des huttes dans la campagne en attendant que l'épidémie passe. Et l'épidémie s'est arrêtée, on ne sait pas comment. Mais sans doute grâce à Notre-Dame de Vie. Peut-être. Très vraisemblablement. Elle a déjà sauvé du choléra, sauvé toutes sortes d'invasions, alors pourquoi pas de la peste aussi. Ouf. Quelle chaleur! Je suis bien heureuse là d'être en terrasse avec vous, Thibaut. Alors Thibaut, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous n'habitiez pas du tout ici avant. Ça fait tout juste 1 an que vous êtes installé ici. Exactement. Vous tenez ce restaurant. Mais qu'est-ce que vous êtes venu j'allais dire vous enterrer ici, mais c'est magnifique. Mais c'est vrai que, voilà, il y a peu d'animation et il y a des choses sublimes à voir. Mais pourquoi avoir fait ce choix d'installation? Je suis vraiment tombé sous le charme du rocher. À la base, il faisait partie du plateau et il s'est déplacé avec le temps et c'est devenu un rocher, d'après ce que les anciens du village m'ont expliqué et d'après ce que j'ai vu un peu sur les archives. Nous, on est le dernier restaurant du vieux village, donc la dernière animation au pied du rocher, qui a quand même 65 millions d'années. Notre établissement doit avoir à peu près
1 siècle et demi, 2 siècles d'existence, ouais, quand même. La particularité de votre restaurant est un four à pain. Exactement, un four à pain qui est devenu maintenant un four à pizza, qui doit avoir à peu près 1 siècle et demi, pareil, autant que le restaurant. C'est le dernier vieux four à bois du vieux village. Tous mes amis, mon frère de sang me dit, mais t'es en cavale ici, il n'y a personne. Je dis, mais c'est ce que je recherche. Il y a, comment dirais-je, une âme que je n'avais pas à Paris. Ici, tout le monde se connaît, je suis bien, on est calme. Si regardez, il y a des oiseaux, le ciel est bleu, il n'y a pas de voiture. C'est le village authentique. Quand on voit les façades, j'ai l'impression d'être sur une carte postale de cinéma, un décor de cinéma. Si vous souhaitez comme moi découvrir le rocher de Vitrolles, sa chapelle et sa tour sarrasine, pour l'instant, ça va être compliqué parce que le site est fermé au grand public pour cause de travaux et ce jusqu'en 2028. Mais après, vous pourrez y avoir accès librement avec des visites guidées gratuites. Et puis rien ne vous empêche dès maintenant d'aller faire un tour dans ce village médiéval et profiter du bas de ce rocher fantastique. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site de la ville, ville-du-6 Vitrolles avec un S, 13.fr. Moi, pour l'instant, je vais rappeler chez vous.